En radiologie comme en médecine, on raisonne fréquemment sur les probabilités et pour un examen complémentaire tel que le scanner, évidemment la probabilité pré-test est extrêmement importante. La probabilité pré-test, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la probabilité d'avoir une pathologie suspectée en fonction de tout ce qui a été réalisé avant l'examen complémentaire, à savoir l'examen clinique, l'interrogatoire, les analyses biologiques qui ont été éventuellement réalisées, éventuellement d'autres examens. Et en fonction de tout cela, on a des hypothèses, et des hypothèses qui sont plus ou moins probables selon l'ensemble du tableau. On se base évidemment là-dessus et c'est extrêmement important. C'est pour ça, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qu'il est tout à fait indispensable d'avoir des hypothèses, de hiérarchiser ces hypothèses quand on a besoin, quand on demande un examen d'imagerie, puisqu'on va raisonner là-dessus pour l'interprétation. Mais parfois, et pas si rarement, eh bien, des probabilités pré-test absolument ultra faibles se confirment quand même. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Oana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un dossier absolument hallucinant. Il s'agit d'une patiente très jeune, environ la trentaine, qui n'a pas d'antécédents particuliers et qui, au décours d'une consultation de routine, on découvre des petites anomalies ECG a priori peu spécifiques. Ces petites anomalies ECG, je ne vais pas les détailler, ce n'est pas du tout le propos, mais amènent à une consultation cardiologique, réalisation d'une épreuve d'effort complètement négative sur le plan clinique, la patiente n'a aucune douleur, mais voilà, un peu litigieuse ou bizarre sur le plan de l'ECG. Donc compte tenu de ces anomalies et malgré l'absence totale d'antécédents, voilà, il n'y a pas d'antécédents familiaux, la patiente ne fume pas, la patiente n'est pas diabétique, la patiente est jeune, la patiente n'a aucun symptôme, et bien malgré tout ça, un coroscanner est demandé. C'est celui qu'on va voir. Alors une fois n'est pas coutume, je vous propose non pas de commencer par les coupes axiales, mais de commencer directement par les reconstructions 3D, qui sont très visuelles. Vous le voyez ici, nous avons la reconstruction de l'ensemble du volume du scanner, donc il s'agit d'un scanner cardiaque, donc on se concentre sur la région de l'aire cardiaque. Vous avez ici le sternum, vous avez ici les côtes et les cartilages chondrosternaux du côté gauche. Vous le voyez, la suite ici, un bout de l'omoplate qui est coupé et en arrière, la colonne vertébrale. Donc, comme ceci, on se met de profil avec en avant le sternum, en arrière la colonne vertébrale, le cœur quelque part entre les deux et la magie du scanner, on peut tout à fait faire disparaître progressivement certaines zones segmentées qui ne nous intéressent pas. Ici, tout ce qui est pariétal et osseux pour ne garder que le cœur. En zoomant sur la région cardiaque, nous avons en avant les ventricules, ventricule gauche, ventricule droit, en arrière les oreillettes, en rouge ici la segmentation des artères coronaires. Eh bien vous le voyez, vous avez ici la coronaire droite avec des petites branches marginales, vous avez ici la coronaire gauche avec ses différentes branches, et déjà sur ces reconstructions 3D, eh bien vous avez quelque chose qui vous attire l'œil, ici une petite anomalie. Normalement, vous devez avoir des artères qui ont un calibre lisse, régulier et large, et là, ici, on voit quelque chose d'un petit peu différent. Alors, quand on a ça, première chose auquel on pense chez une patiente jeune sans aucun antécédent, c'est un artefact. Donc, on a réalisé un examen en synchronisation prospective, mais la patiente ayant un rythme cardiaque à l'acquisition qui a été élevé, elle était à plus de 80-90 battements par minute, cette acquisition a été élargie de manière à avoir un petit peu une visibilité plus large, d'avoir plus de phases et donc de pouvoir éventuellement s'affranchir de certains artefacts cinétiques. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder cette fois-ci sur les coupes axiales. Donc, on va retourner sur nos belles coupes axiales, comme ceci. Voilà, et vous le voyez, donc là ici, on est sur ce segment artériel de l'IVA qui nous intéresse, où on a quand même l'impression d'avoir quelque chose, ce qui effectivement est extrêmement surprenant. Alors, on a fait les différentes phases. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement jouer l'ensemble des phases les unes à la suite des autres en mipant très légèrement, de manière à avoir une visibilité un petit peu dynamique, en quelque sorte, de ce qui se passe. Alors, vous le voyez, là, ici, on joue l'ensemble des phases les unes à la suite des autres. Donc, effectivement,
là, on se rend bien compte que la qualité de l'examen, elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a un mouvement qui est extrêmement important des coronaires. Ce mouvement extrêmement important des coronaires, il est à quoi? Il est simplement au rythme cardiaque qui est extrêmement élevé chez cette patiente. Donc ça met en évidence vraiment le caractère extrêmement difficile, extrêmement challenging de l'examen, puisque vous avez des artères, des structures qui sont toutes petites, quelques millimètres, 4-5 mm grand maximum, et qui vont bouger énormément. Et vous allez devoir arriver à figer le mouvement et avoir des images nettes. C'est pour ça qu'on a besoin de machines extrêmement puissantes, extrêmement performantes, qui vont tourner très vite pour arriver à faire les images les plus précises possibles. Alors, petite aparté, vous le voyez ici, on voit très bien le mouvement des cuspes de la valve mitrale qui s'ouvre et qui se ferme. Alors, on n'a pas la totalité du cycle cardiaque, on n'a pas fait de 0 à 100, hein, c'est trop irradiant. On a fait de 30 à 80%, donc il manque un petit bout, c'est pour ça que le mouvement n'est pas parfaitement fluide. Donc, ce mouvement-là, ici, on le voit qu'il y a des phases qui sont complètement floues et des phases qui, au contraire, ont l'air correctes. Alors, je vous propose de passer selon les différentes phases. Vous le voyez, là, ici, c'est complètement flou. Et là, clairement, il n'y a aucun moyen de parvenir à une conclusion. Ici, idem. Et vous le voyez, là, ici, au fur et à mesure qu'on s'approche de la systole, eh bien, paradoxalement, on va avoir une image de plus en plus nette. Et vous le voyez, hop, ben, l'image la plus nette, elle est ici. Donc, sur cette image, finalement, elle est relativement nette. Et, eh bien, on voit toujours une diminution du calibre. Alors dans ces cas-là, quand franchement c'est complètement improbable, eh bien on va essayer d'un petit peu de retourner entre guillemets le scanner. Et donc ce qui est tout à fait utile, c'est de regarder les coupes axiales strictes et de vérifier autour de la zone d'intérêt. Donc vous avez ici le tronc commun, l'IVA proximale, une diagonale dominante très large, et puis ici l'IVA moyenne, avec la zone d'intérêt ici, à ce niveau-là. Et bien de regarder sur les structures adjacentes si ces structures sont nettes ou floues. Vous le voyez sur cette coupe-là où nous avons la sténose, et bien là ici, les parois du tronc de l'artère pulmonaire, les parois de l'aorte sont parfaitement nettes. Pareil pour les autres structures, le bord latéral du cœur, etc. Donc, a priori, on n'est pas trop sur un artefact cinétique. Effectivement, vous le voyez que les contours ici sont flous, ils ne sont pas parfaits, mais sur une sténose significative avec une accélération des flux, il est possible d'avoir un petit aspect vibratoire au niveau de l'artère qui explique un petit flou, mais centré uniquement sur l'artère et pas sur l'ensemble de la coupe. Alors dans ces cas-là, ce qui est aussi intéressant, c'est d'analyser les reconstructions curvilignes que je vous propose de voir ici. Donc la machine peut, hop, on va enlever, peut reconstruire la ligne centrale de l'artère en passant depuis le tronc commun jusqu'ici. Alors ça va nous permettre de voir ce qui se passe à ce niveau-là, vous le voyez, et de tourner complètement autour. Et d'avoir en chaque point le petit axe de coupe. Alors, on peut zoomer sur le petit axe de coupe, et vous le voyez, quand on prend là ici le petit axe et la visibilité de la curviline, vous avez ici les parois de l'IVA proximale, vous avez le passage de la diagonale dominante qu'on va voir ici, vous le voyez, et puis là on tombe sur l'IVA moyenne, et bien sur cette IVA moyenne qu'on suit, vous le voyez, on a une diminution franche du calibre avec la présence d'un épaississement plutôt hypodense autour. Cet épaississement hypodense, il est bien visualisé sous forme d'encoche sur ces reconstructions curvilignes. Le reste des troncs artériels, notamment la coronaire droite, regardons-la ensemble, vous le voyez, les parois sont parfaitement lisses, parfaitement régulières, extrêmement bien visibles, ça n'a rien à voir. Idem pour la circonflexe ici, qui est également parfaitement visible, parois bien lisses, bien régulières, sans aucun artefact. Donc c'est clairement une surprise, ce résultat, la présence d'une sténose significative non calcique. Comment est-ce qu'on a gradé la sténose? Assez difficile. Là, on était clairement en faveur d'une sténose significative, donc supérieure à 50%.
Est-ce qu'on dépassait ou pas la barre des 70%? Donc est-ce qu'on classait la sténose comme plutôt 50-70 ou comme plutôt supérieur à 70%? Honnêtement, assez difficile, assez délicat. Hein. Comme dit, il y avait un petit flou au niveau de la lumière. Pas évident. Hein. Donc dans ces cas-là, on met sténose d'aspect significatif supérieur à 50%, possiblement supérieur à 70%. Donc face à ça, la patiente est reprise en charge par son cardiologue, hein, on est tous les deux extrêmement surpris de ça, et on décide de quand même l'envoyer en coro pour avoir plus d'informations. Et la coronarographie confirme l'anomalie avec une sténose, je vous mets l'image ici, une sténose qui est classée entre 50 et 70% sur cette IVA moyenne, et la réalisation d'une IFR, donc une mesure des pressions au sein de la sténose en amont, en aval, de manière à calculer un ratio et à voir si cette sténose est limitative au niveau du flux. Bien, cette mesure des pressions est normale, hein, donc il n'y a pas de conséquences sur le flux de cette sténose, ce qui explique aussi que la patiente n'a aucun symptôme. Et donc il a été décidé de réaliser uniquement devant ces éléments un traitement médical pur. Il n'empêche, c'est extrêmement surprenant. Donc voilà, peut-être que d'autres examens complémentaires un peu plus poussés seront réalisés pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette lésion était présente. Toujours est-il que, voilà, c'est une, c'est une leçon à retenir puisque on a souvent tendance, quand la probabilité pré-test est extrêmement faible, que ce soit sur un coroscanner, sur un angioscanner pulmonaire pour embolie pulmonaire, ou sur un scanner cérébral pour saignement ou autre. Bref, quand on cherche quelque chose sans trop y croire, finalement, quand à première vue, quelques coupes, regard rapide, l'examen semble normal, on n'a pas tendance à aller plus loin. Eh bien, en radio, il faut être systématique, il faut tout regarder, il ne faut pas hésiter à aller dans les détails, en finesse, puisque parfois, on peut quand même avoir des surprises. J'espère que ce dossier vous aura plu. Je vous remercie, je vous dis à une prochaine.